Très bien. Bien, voilà, je suis moi, effectivement, avant tout, je suis ingénieur agro-œnologue, mais avant tout actif dans le domaine de l'œnologie. Alors, qu'est-ce que je fais au milieu de tout ce monde de l'agronomie? Vous pourrez me le demander. Je suis là parce qu'effectivement, de plus en plus, les œnologues, nous posons des questions sur est-ce que notre matière première, c'est le raisin, ou est-ce que notre matière première, c'est le sol, c'est le terroir. Trop longtemps, on a effectivement considéré que l'œnologie, c'est la science et la technique de transformation du raisin en vin. Émile Pénaud, qui était un des pères de l'œnologie moderne à Bordeaux, disait « Donnez-moi des beaux raisins, je vous ferai des grands vins ». Effectivement, il avait raison. Ça, c'était dans les années 60-70. Et Émile Pénaud a accompagné les plus grands crus bordelais et a laissé pour notre métier des marques très très fortes. Mais si on pousse un peu trop dans cette optique-là, on tombe éventuellement dans des excès, et même aujourd'hui dans des excès où on considère l'œnologie non plus comme une science et une technique issue de l'agriculture, mais réellement comme une discipline de l'agroalimentaire, où on va transformer du raisin en vin, et sans forcément de prise en compte précise de la matière première. Cette forme d'industrialisation, qui peut être souhaitable pour accéder à certains marchés, a tendance néanmoins à standardiser un certain nombre de choses et n'est pas sans poser des problèmes économiques et des problèmes techniques. D'un autre côté, nous avons la viticulture. Viticulture avec effectivement comment, à partir d'un sol, on a beaucoup parlé, j'obtiens une production végétale et en l'occurrence ce raisin. Le seul problème, c'est qu'entre les deux, il y a un léger no man's land, et même un no man's land important. Les viticulteurs terminent en produisant du raisin, les œnologues récupèrent ce raisin, mais le lien entre les deux n'est pas tout à fait et n'est pas tout à fait défini. Et même pire que cela, il y a depuis toujours deux chapelles qui coexistent. La chapelle de la viticulture, avec ses papes, ses adeptes, même ses gourous parfois, et la chapelle de l'œnologie, même chose, ses adeptes, ses papes et ses gourous. Il a lieu effectivement d'unifier tout ça aujourd'hui et de faire une grande cathédrale que nous pourrions appeler l'agro-œnologie. Cette grande cathédrale, effectivement, nous permettra d'ouvrir des champs considérables d'investigation et de compréhension des qualités qui sont celles de nos vins et même de les améliorer. Une des grandes évolutions de la qualité des produits ces 40 dernières années ont été obtenues en particulier dans les chais, avec une modernisation des outils. Depuis un certain nombre d'années, aussi beaucoup de travaux sur la viticulture sont réalisés, mais si on regarde aujourd'hui l'état général du vignoble, certes, il y a quelques leaders, mais il y a quand même beaucoup à faire. Il est clair que dans les prochaines années, de nombreux développements qualitatifs vont s'opérer justement au croisement entre la viticulture et l'œnologie et entre l'unification de la viticulture et de l'œnologie. Comment la qualité de mon vin s'obtient-elle à partir de mon sol, en passant par le raisin et en passant par la plante. Et pour cela, nous avons besoin de développer des outils, de démocratiser des outils qui existent déjà et de les développer le plus possible. Ces outils, on les connaît. Ce sont des outils de l'œnologie, évidemment, la dégustation, l'analyse, la vinification, et ce sont les outils de l'agronomie. On en a parlé, et parmi ceux-là, en ce qui concerne la viticulture, un des outils d'analyse qui a de très beaux potentialités est l'analyse pétiolaire des pétioles de vigne qui apporte une information intéressante et extrêmement fournie, qui apporte cette
information dans le chaînon manquant qui nous permet de comprendre mieux d'où viennent les équilibres de mon vin. C'est pour cela que le laboratoire du Bernet que je gère, nous avons développé cette activité que l'on appelait SRDV en association avec un certain nombre d'agronomes. Ce n'est pas pour s'occuper des choses qui ne nous concernent pas, mais bien au contraire pour arriver à comprendre et à unifier un certain nombre d'éléments parce que nous restons encore trop frustrés en tant qu'œnologues de subir certains déséquilibres sans forcément les comprendre, sachant très bien que ces déséquilibres viennent du vignoble. L'équilibre est fondamental pour la qualité du vin. Il intervient sur le plan organoleptique. Et là-dessus, nous connaissons à peine quelques brides de choses que nous découvrirons certainement dans l'avenir. Mais par exemple, la nutrition azotée, dont nous avons déjà un peu parlé, est fondamentale sur l'expression aromatique des cépages. Et des travaux ont été réalisés sur le cépage Sauvignon en particulier et ont montré combien cela était fondamental. L'équilibre minéral est fondamental sur la qualité des fermentations alcooliques et malolactiques. Bien fermenter un vin, ça paraît évident, ça ne l'est pas. Et la matière première, qui est le mou, ne fermente pas forcément aussi simplement que cela. Les levures n'y trouvent pas toujours leur compte et l'équilibre de ce mou retrouve évidemment son conditionnement dans la qualité de la nutrition du vignoble. La stabilité microbiologique est essentielle, je vais en parler. Le degré alcoolique dont nous parlions beaucoup est essentiel également. La tenue du vin dans le temps est liée en grande partie avec l'équilibre organoleptique et notamment sur l'acidité de ces vins. Et je vais vous montrer des éléments qui illustrent certaines évolutions. Concernant la stabilité microbiologique, voici une illustration avec un exemple que je vais un petit peu développer, qui est le problème des levures de type Brettanomyces. Alors qu'est-ce que c'est ça? Les levures Brettanomyces sont des levures présentes éventuellement un peu partout, dans les chais, dans les vins, qui, de temps en temps, vont se développer et vont donner dans les vins finis des mauvais goûts, des goûts animaux de type suin de cheval. Alors, depuis toujours, on a connu ces éléments, on croyait même il y a un certain temps que c'était plutôt des goûts de terroir, rien du tout, c'est des caractères aromatiques déviants qui sont d'ailleurs de moins en moins acceptés par les consommateurs. Il s'avère que pour juguler le développement de ces Brettanomyces, il faut maintenir un niveau de SO2 suffisant. Et l'activité de ce SO2 va dépendre du pH. Donc, plus mon pH est élevé, plus j'ai besoin de mettre un niveau élevé de SO2 pour juguler ces Brettanomyces. C'est ce que vous avez sur la courbe bleue. Tous les vins qui sont représentés en fonction de leur pH et de leur SO2, qui sont au-dessus de cette courbe, sont donc théoriquement protégés contre les Brettanomyces. Tous les vins qui sont ici représentés, ici sont les vins issus d'un millésime qui sont représentés. Il y a plus de 4000 points qui sont représentés. Tous les vins qui sont en dessous de cette courbe sont vulnérables vis-à-vis de Brettanomyces et risquent d'avoir des mauvaises évolutions. Alors dans certains cas, vous me direz, vous aurez raison, il suffit de sulfiter un peu mieux ces vins et vous passerez au-dessus de la courbe. C'est parfaitement exact. Mais dans certains cas, vous pouvez toujours essayer de sulfiter le vin, vous n'y arriverez pas, et de toute façon, vous devriez avoir des teneurs de SO2 telles que le vin serait plus forcément accepté par le consommateur. Donc, problème de pH qui devient un problème important, fondamental, et qui trouve ses origines, évidemment, dans la nutrition. Ces problèmes de pH, hélas, s'accentuent. Alors, je vous ressors les courbes que vous avez eues tout à l'heure avec Urja, qui sont effectivement celles du laboratoire. Alors là, vous les avez mises à jour, puisqu'on arrive jusqu'en 2011, mais c'est des données fondamentales. Elles sont issues donc du labo, c'est la moyenne des acidités totales et pH par année de tous les vins, une fois qu'ils sont bien terminés. Donc il y a à chaque fois plus de 10 000 points
hein, c'est la moyenne de 10 000 vins, donc c'est des données extrêmement robustes, extrêmement représentatives de la région du Languedoc-Roussillon. Nous observons en 27 ans une augmentation dramatique des pH, avec une moyenne qui était autour de 3,45 au milieu des années 80, avec aujourd'hui une moyenne qui dépasse les 3,70. Si vous prenez des anciens livres d'œnologie, il est écrit qu'au-dessus de 3,50, 3,60, les vins ne peuvent pas être stables. On en est loin, on a largement dépassé. Alors, on exagérait peut-être à l'époque, on sait tenir des vins à ces niveaux-là, mais néanmoins, il y a ces difficultés. Alors, ces évolutions sont aussi conjointes avec la perte d'acidité dans nos mous. Évidemment, je ne vais pas redévelopper tout l'aspect climatique, mais qui est un des facteurs très importants qui expliquent ces évolutions. Il y a également d'autres facteurs qui sont des facteurs culturels. Face à de telles évolutions, il est clair que nous ne pouvons plus considérer les nutritions de nos vignobles impunément, et en particulier vis-à-vis du potassium qui est à l'origine de ces pH. Et je vais vous illustrer ça. Alors, je n'ai pas résisté à de vous montrer l'évolution des degrés alcooliques, également dans la même période, puisque nous avions des vins qui étaient à peine au-dessus de 11 en moyenne dans les années 1980. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 13,5 en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vins qui vont dépasser les 14. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle dans l'absolu pour nous, parce que ça accompagne un progrès qualitatif très important. Les vins à 13, 13,5 sont bien meilleurs que les vins à 11 que nous pouvions faire à l'époque. Mais aujourd'hui, vous voyez que la tendance n'a pas l'air de vouloir se ralentir, et on ne voit pas comment, d'ailleurs, elle se ralentirait. Et trop, c'est, à un moment donné, trop, et ça devient effectivement des déséquilibres. Alors, je ne sais plus qui disait, les évolutions pouvaient poser des problèmes, en particulier dans le vignoble méridional. Elles n'en ont pas posé jusqu'à présent, mais on entre dans une phase où effectivement ces déséquilibres vont être de plus en plus dramatiques vis-à-vis de l'équilibre des vins et de la capacité de nos vins à plaire aux consommateurs. Alors je reviens sur mes pH. Voici en 2010 la répartition de ces pH avec une moyenne à 3,70 qui était sur le graphique. Ce qui est pas raisonnable, ce sont en particulier ces 25% de valeur au-dessus de 3,83. Là-dessus, vous reprenez le graphique avec les Brettanomyces, nous sommes absolument incapables d'assurer la stabilité microbiologique de ces vins-là. Alors on va enfoncer le clou. Vous avez ici le cépage Syrah, un cépage important pour la qualité de nos vignobles, 25% au-dessus de 4,07. Pas de commentaire, c'est assez édifiant comme ça. Alors ces pH trouvent leur origine effectivement dans le potassium. Dans l'acidité aussi, puisque le pH est la résultante de l'acidité du vin, des acides, du mou et des minéraux, mais les minéraux finalement influent plus que l'acidité totale, il faut bien le voir. Et le potassium est l'élément numéro 1 qui défavorise les pH dans les vins méridionaux d'une façon générale. Vous avez ici la relation vendange 2012, donc ça c'est tout frais, c'est encore chaud, avec la relation des pH sur mou que nous avons. Alors ces teneurs en potassium, quelles sont-elles? Sur mou, nous avons une moyenne autour de 1500, un peu moins, en 2012, qui n'a pas été une année très riche en potasse, dans les mous. Effet climatique, très intéressant. Nous avons un quart des échantillons au-delà de 1600 mg par litre, 1,6 g de potassium par litre dans ces mous, c'est complètement déraisonnable. Et ce n'est pas une fatalité. Tous les vins de qualité ne sont pas là. Et même les meilleurs vins se situent parfois avec des vins, des pH qui arrivent à être un petit peu plus bas. Mais il y a en effet que tous ceux qui cherchent des meilleures maturités, cherchent des meilleures concentrations, se retrouvent malgré tout dans cette situation-là.
Alors, je vous ai parlé tout à l'heure rapidement de l'outil d'analyse spéciolaire, et donc nous allons raccorder ces éléments. Est-ce que ce potassium se retrouve avec ce que l'on va doser sur les pétioles au stade véraison, par exemple? Alors, oui et non. Je n'oserais pas vous dire qu'il y a une corrélation parfaite à ce stade-là, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de paramètres qui vont influer nettement le passage du potassium depuis le végétal vers le raisin. Et ces paramètres, nous sommes en train effectivement de peu à peu les comprendre et de peu à peu les étudier. Bon, il y a un effet malgré tout qui est marquant, qui est l'effet de concentration des raisins. Lorsque nous avons des effets soudains de montée de température, le raisin perd son eau et nous avons des montées de potassium par simple effet de concentration qui peuvent dégrader cette corrélation. Mais il y a un autre effet qui est finalement l'effet de transfert de ce potassium sur lequel il est important de se poser. Vous avez ici l'évolution du potassium au cours des stades phénologiques sur le pétiole de feuilles en zone fruitière. Donc on est sur le pétiole juste en face de la grappe. Et vous avez donc une évolution en U qu'on retrouve assez facilement dans la littérature, avec une diminution à partir de la floraison jusqu'au stade phénologique taille de pois, puis à nouveau une reprise des teneurs en potassium sur ces pétioles-là. Et à l'approche de la maturité, nous avons une chute considérable de la teneur en potassium qui, effectivement, est transférée vers les systèmes de réserve et vers le raisin. Ce transfert est une donnée fondamentale sur laquelle nous devons effectivement nous pencher fortement. Et là, la comparaison entre 2011 et 2012 est intéressante et nous apporte beaucoup d'enseignements. 2011, fin août, grand coup de chaleur, températures qui ont dépassé les 35 degrés, et nous avons eu un transfert de potassium considérable et une remontée de pH très fort dans les mous. 2011 est l'année record de pH que nous ayons connu. 2012, un mois d'août correct, mais pas le fin août et pas aussi le mois de septembre que nous avions l'année dernière, qui a été le plus chaud dans l'Aude depuis bien longtemps, et donc un transfert de potassium beaucoup plus limité. Donc il y a une donnée météo qui vient s'ajouter à la donnée de nutrition pour expliquer tous ces transferts. Donc nous avons des équations relativement complexes à comprendre, mais au moins les paramètres commencent peu à peu à être identifiés. Alors, autre sujet qui est l'azote, qui est pas moins fondamental. L'azote dans les mous, si les mous fermentent, c'est parce qu'effectivement il y a des nutriments que les levures peuvent utiliser, et en particulier les nutriments azotés. Ces nutriments sont de deux types, ce sont l'ammonium et les acides aminés. Alors pas tous, ce sont les acides alpha-aminés, mais disons les acides aminés, qui sont importants pour les fermentations alcooliques. D'autre part, ces acides aminés ont un rôle à jouer sur la qualité aromatique des vins. Donc il ne faut pas trop d'azote, effectivement, mais il en faut quand même suffisamment, et même finalement, il semble que nous soyons chroniquement, légèrement sous-dosés en azote. Vous avez ici, pour l'année 2012, donc que nous venons de finir, la moyenne par cépage des niveaux d'azote. Vous voyez que la majorité des cépages se situent avec des valeurs globalement faibles, c'est-à-dire que, théoriquement, si nous ne faisons pas des apports d'azote en fermentation par l'œnologue, nous nous retrouvons avec des fermentations qui risquent de s'arrêter et donc des vins qui ne vont pas se terminer. Par contre, nous avons aussi des cépages beaucoup plus pourvus en azote. Alors, je n'ai jamais su vraiment interpréter ça, et il faut le prendre, je crois, avec beaucoup de précaution, mais il apparaît que ce sont des cépages plutôt septentrionaux et plutôt aromatiques. Viognier, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir, alors que nos bons vieux cépages méditerranéens, Carignan, Mourvèdre, Marsanne, Macabeu, Bourboulingue sont des cépages particulièrement peu pourvus en azote. Il y a un effet cépage, mais il y a également un effet cultural marqué.
Alors, répartition en azote assimilable totale, vous avez une moyenne en 2012 qui est de 164, qui est faible. 2012 a été un millésime faiblement pourvu en azote assimilable. Alors, il y a des valeurs fortes, très bien, et souvent ce sont des valeurs sur lesquelles il y a eu des apports azotés, y compris en foliaire, mais nous avons aussi des valeurs faibles, et là, ce sont des valeurs effectivement qui ne sont pas raisonnables et qui, de toute façon, limite le potentiel qualitatif absolu du raisin, même si on est capable, en fermentation, d'apporter des formes azotées. Mais elles ne seront pas, pour la qualité du vin in fine, n'apporteront pas la même plus-value qualitative que l'azote natif du mou. Alors, relation avec ce que nous pouvons trouver au stade du mou, eh bien, elle est plutôt pas mal. Elle est meilleure finalement que le potassium. Alors nous sommes sur des pétioles de la zone fruitière au stade maturité. À ce stade-là, les pétioles et les feuilles de la zone fruitière ne sont plus du tout en croissance et ne sont plus du tout demandeuses d'azote. On a des valeurs plutôt faibles sur ces organes. Néanmoins, les teneurs que nous voyons sont plutôt bien corrélées avec les valeurs que nous avons derrière dans les mous. Alors l'évolution dans ce fameux pétiole de la zone fruitière est celle-ci, et en fait montre bien l'évolution et le passage du stade du pétiole de la feuille au stade de croissance et de puits, finalement, à une feuille ensuite qui agit plus comme de façon beaucoup plus neutre pour la plante. Donc les teneurs élevées correspondent strictement aux périodes de croissance. D'ailleurs, si vous prenez à véraison, au moment où vous avez ici des valeurs faibles des pétioles sur les zones apicales, vous allez retrouver des valeurs tout à fait élevées. Alors, pour illustrer tout ça, je vais parler un petit peu et faire une petite synthèse d'une problématique que l'on rencontre sur des sols acides dans nos vignobles méridionaux. Tous ne sont pas acides, d'ailleurs la majorité sont plutôt des sols argilo-calcaires, mais il y a des sols acides qui portent souvent les crus les plus originaux, avec les plus fortes personnalités. Je citerai Saint-Chinian, Faugère, Cabrières, des noms qui sonnent certainement pour vous, mais qui posent de plus en plus de difficultés. Alors voici une analyse pétiolaire sur un sol acide. Et qu'est-ce que nous y découvrons de façon simple? Des teneurs en azote très basses, beaucoup plus basses que les valeurs que l'on rencontre d'une façon générale. Teneur en potassium extrêmement élevée, teneur en manganèse extrêmement élevée aussi, bien au-delà des seuils dits de toxicité. Teneur en manganèse, effet de tassement de ces sols qui n'évoluent plus, et donc des absorptions de manganèse extrêmement fortes. Certes, il n'y a pas forcément de symptômes visibles, mais en tout cas, nous avons des pertes de rendement, des pertes de vigueur, voire même, dans certains cas, des mortalités. Des niveaux de potassium extrêmes, et je vous ai expliqué à quel point ces niveaux de potassium vont poser problème. Et des niveaux d'azote faibles. Pourtant, nous sommes dans des endroits où les vignerons ont apporté de l'azote. Beaucoup, sous forme minérale d'ailleurs. En hiver, cet azote n'a pas été utilisé parce que probablement il n'est pas là au bon moment ou le moment où la plante en a besoin. Et sur des sols qui sont devenus squelettiques, cet azote a vite fait probablement d'être lessivé. Ces azotes minéraux ne servent à rien si ce n'est à polluer les cours d'eau que nous avons à côté. Par rapport à ça, et ce genre de situation pose de plus en plus de problèmes, il y a effectivement des choses fondamentales à prendre en main pour arriver à reconstituer des niveaux d'azote et des éléments de tampon d'azote. Là-dessus, effectivement, deux choses. Le chaulage sera indispensable pour baisser les acidités, et d'autre part, l'apport de matière organique est absolument indispensable. Sur ce genre de terroirs, qui ont parfois été considérés comme les meilleurs terroirs, nous avons réellement des sols et des terroirs qui sont en train de complètement mourir, et des qualités de vin qui sont en train de complètement disparaître
diminution de la vigueur des ceps, mortalité de grandes fractions de parcelles sur lesquelles plus rien ne pousse, une baisse générale des rendements, mais qui ne se suit pas par une maturation meilleure. Au contraire, les maturations sont imparfaites. Diminution de la qualité des tanins, augmentation de ces fameux pH où on obtient là des vins qui font des pH de 4,2, voire plus, et une perte de qualité aromatique, alors que nous étions, il y a 20 ans, probablement dans des choses avec des caractères aromatiques extrêmement pertinentes. Et nous avons des vins qui vont ensuite derrière évoluer de façon beaucoup plus rapide. Donc nous voyons très bien que l'absence de questionnement autour de cette nutrition est en train, parmi les meilleurs terroirs languedociens, d'amener un certain nombre de vignerons et de productions dans une impasse. Je fais un constat assez désabusé, mais j'espère qu'on pourra y mettre un peu d'espoir, que globalement, la nutrition aujourd'hui, sur le plan de vue viticole, reste très 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 insuffisamment étudiée et très insuffisamment abordée. Il y a là l'enjeu des prochaines années, comme je vous le disais. Il est important donc d'écouter et de comprendre cette nature, comme on le disait un peu ce matin, pour mieux l'accompagner, évidemment, et c'est comme ça qu'elle nous donnera le meilleur d'elle-même. Quelqu'un disait, je vais le citer, c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Alors on se dit, qui a dit ça? C'était récemment, c'était ce matin, peut-être? Non, c'était Victor Hugo au XIXe siècle. Je vous remercie.